Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à notre 8e webinaire organisé par le Centre d'excellence iMind. Alors, le webinaire d'aujourd'hui va porter sur le pari de la recherche participative, parce que comme vous le savez toutes et tous, un changement de paradigme actuellement pousse les médecins, les chercheurs à ouvrir leur laboratoire au grand public, aux personnes concernées, pour montrer ce qu'ils étudient, pourquoi et comment ils s'y prennent. Aujourd'hui, c'est un des principaux objectifs de la recherche clinique, mais aussi de la recherche fondamentale, qui est d'intégrer le plus possible les personnes concernées dans toutes les phases du processus de recherche. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'associer les personnes concernées ou les associations très tard dans le processus de recherche comme participants, mais vraiment dès les questions de recherche, dès le paradigme expérimental jusqu'à l'exploration des résultats et l'écriture de l'article scientifique, eh bien, les personnes concernées ont leur place à toutes ces étapes. Il s'agit donc d'un nouveau paradigme qui va nécessiter des explications, probablement des ajustements, tant du côté des chercheurs que des personnes concernées, et une co-construction commune. Alors, pour ce webinaire, nous avons invité Amélie Soumier, qui est chercheuse en neurosciences, et Danielle Langlois, qui est présidente de l'association Autisme France et mère d'un enfant autiste, pour les entendre sur leurs attentes respectives, c'est-à-dire les personnes concernées vis-à-vis des chercheurs. Comment est-ce que lorsqu'on est concerné par l'autisme ou un trouble du neurodéveloppement, quelles sont nos attentes pour participer à la recherche et quelles sont nos attentes vis-à-vis de la recherche, et également du côté des chercheurs, comment est-ce que aussi il peut y avoir des attentes vis-à-vis des personnes concernées. L'idée est qu'elles nous expliquent toutes les deux leur point de vue, des pistes qu'elles ont identifiées, des pistes de travail ou des pistes pour améliorer cette collaboration, pour permettre un dialogue qui sera fructueux en termes scientifiques. Si vous avez des questions pendant les présentations, nous vous demanderons de les écrire dans le chat qui sera situé en bas de l'écran Zoom et de les poser à la fin des présentations, puisque le public aura la parole après l'intervention d'Amélie et de Daniel. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, eh bien, nous vous demandons de bien vouloir couper dès à présent votre caméra. Et ensuite, vous pourrez retrouver l'enregistrement de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nos différents réseaux sociaux pour vous tenir au courant de notre actualité. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Du coup, donc, merci Caroline pour cette introduction. Et puis bien évidemment, merci à Daniel pour justement participer à ce dialogue qui, je ne vous le cache pas, est bien nouveau pour moi. Alors, nous voilà ici aujourd'hui donc, pour parler justement de ce pari, de cette recherche participative. Donc déjà, je vais laisser Daniel peut-être se représenter à nouveau. Alors moi, je suis la présidente d'Autisme France. Voilà, c'est une nouveauté que les associations de personnes concernées et de familles soient associées à la recherche et même impliquées dans la recherche. C'est un acquis de la stratégie autisme, je dois dire, qui a mis un accent un peu plus fort sur la recherche que dans les plans précédents. Donc, je suis très heureuse de participer à cet échange avec Amélie. Voilà, merci Daniel. Et du coup, voilà, je suis Amélie Soumier, je suis chercheuse en neurosciences et je suis spécialisée donc en biologie cellulaire et moléculaire. Et depuis toujours, je me suis intéressée aux mécanismes cellulaires qui sont impliqués dans tel ou tel comportement, avec un intérêt particulier pour la plasticité cérébrale. Et aujourd'hui, je consacre mes travaux de recherche à l'ocytocine
Et dans l'équipe de recherche, on cherche à comprendre comment et quand ces réseaux de l'ocytocine se développent en période périnatale. Donc, dans notre équipe de recherche, on a 3 axes principaux. Le premier axe de recherche s'intéresse à l'émergence de la conscience et du mouvement, avec notamment le rôle que peut avoir la stimulation du nerf vague chez les patients en état végétatif. On a un deuxième axe de recherche qui, là, va s'intéresser au développement d'outils numériques pour évaluer l'apprentissage et détecter en fait des difficultés dans l'apprentissage, par exemple de la lecture et du langage. Et puis un troisième axe de recherche qui porte sur l'ontogénèse de notre comportement social. Et là, dans cet axe-là, on va chercher vraiment à identifier quelles sont les bases neurales qui permettent à notre cerveau de se construire une représentation sociale, et avec notamment là un axe très focus sur le rôle de l'ocytocine. Je voulais évoquer avec vous la notion de la recherche fondamentale. Alors pour moi, elle a 2 grands objectifs, cette recherche fondamentale. C'est qu'elle permet de comprendre le fonctionnement des systèmes. Donc là, dans le domaine des neurosciences, ça va être le cerveau. Et qu'elle s'intéresse à la compréhension des mécanismes biologiques mis en jeu dans un comportement donné. Donc, du coup, en neurosciences, on va s'intéresser à la façon dont le système nerveux se développe au cours de la vie des individus. On va chercher à décrire l'organisation anatomique des régions cérébrales. On va chercher à décrire la fonction de ces réseaux cérébraux. On va chercher à comprendre comment différentes populations cellulaires et neuronales communiquent entre elles d'un point de vue chimique, d'un point de vue électrophysiologique, pour former tous les réseaux qu'on connaît impliqués, par exemple, dans le traitement, dans le langage ou le traitement de l'information visuelle. En gros, on va chercher à comprendre comment le cerveau traite en parallèle toutes les informations qui nous arrivent, donc de l'environnement extérieur et intérieur. Alors, globalement, cette recherche fondamentale, elle n'a pas de finalité économique au moment des travaux. Pour autant, c'est quand même une approche qui est vraiment une approche essentielle, car elle permet vraiment de modéliser et de donner des bases théoriques du fonctionnement. Voilà, on fait des hypothèses de comment ça peut fonctionner. Mais donc ça, c'est vraiment, pour moi, ses objectifs de base. Mais elle permet aussi de développer de nouveaux outils. Et elle a permis d'énormes progrès sur le plan thérapeutique. Et donc, il y a des applications concrètes à la recherche fondamentale. Donc, il y a des objectifs, mais il y a aussi des défis et des challenges. Et là, je parle du point de vue du chercheur, qui pour moi sont vraiment des défis qui sont importants, avec un enjeu majeur qui est de comprendre les mécanismes, mais de les relier à la clinique. Et le premier défi, c'est que pour moi, la recherche fondamentale, elle se doit d'être au service de la société, des questions de la société. Ça, c'est pas si évident que ça. Et le deuxième défi, qui est pour moi en lien avec le premier, c'est de mieux comprendre le cerveau pour mieux soigner. Et en fait, en tant que chercheur, moi, je suis biologiste cellulaire à la base, c'est ma spécificité dans l'approche des neurosciences. Je dois me poser ces questions-là en quoi ma recherche va être utile, en quoi ma recherche va améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Ce n'est pas évident. Et justement, je pense que tout l'intérêt justement là est du coup d'avoir le retour des personnes concernées sur ça et leur participation directe. Du coup, là, on parle effectivement de la recherche fondamentale. Alors, c'est une modalité de recherche qui peut parfois être un petit peu éloignée ou sembler éloignée des besoins des usagers. Comment est-ce que, Daniel, vous souhaiteriez peut-être poser des questions aux chercheurs qui s'investissent dans la recherche fondamentale? Comment est-ce que vous souhaiteriez participer? Vous, de votre point de vue d'usagère et de président de l'association, comment est-ce que quels sont vos besoins?
Alors, le problème, c'est que le chercheur, ce qui le motive, c'est sa curiosité à chercher et à trouver, et qu'il faut que ça puisse entrer en résonance avec les objectifs des personnes concernées et de leur famille, qui ne sont pas forcément au départ les mêmes. Donc, ce qui est écrit là est très important. Mieux comprendre le cerveau pour mieux soigner, c'est une chose, mais ce à quoi les familles sont attentives, parce que quand elles ont des enfants ou des adultes dont elles ont la charge, souvent indéfiniment, autistes, avec des troubles plus ou moins sévères, ce qui importe pour elles, c'est qu'est-ce qui peut être fait dans le domaine de la recherche pour aider ces personnes à mieux vivre avec l'autisme qu'elles n'ont pas choisi, pour que leur qualité de vie soit nettement améliorée, et accessoirement celle de leur entourage. C'est ce lien-là qui est difficile à faire. Les familles comprennent très bien que la recherche fondamentale, elle a son propre objectif et que ce sur quoi il travaille n'a pas forcément d'impact immédiat sur ce qui peut améliorer la qualité de vie des personnes. Donc, il y a tout un travail pédagogique pour expliquer ce que c'est que la recherche fondamentale, dans quel domaine elle se subdivise, parce que ça a été montré rapidement, mais ça, c'est très opaque aussi pour les familles. Que ce soit des recherches pointues dans différents domaines pas forcément associés les uns aux autres, et qu'au bout, toutes ces recherches qui sont menées par des chercheurs motivés et très compétents dans leur discipline, ça puisse aboutir à une même chose. Et, comment on fait pour mieux comprendre le fonctionnement cérébral, là, en l'occurrence, d'une personne autiste, comment on fait pour l'aider à vivre avec ce fonctionnement cérébral différent? Comment est-ce que éventuellement on peut l'aider sur le plan thérapeutique pour que les difficultés sur lesquelles elle bute de manière plus ou moins grave trouvent au moins une ébauche de solution? Les familles, elles tournent en permanence autour de ce problème-là. Le reste, on le laisse aux chercheurs parce que nous ne sommes pas des chercheurs, donc nous n'avons pas vocation à tout comprendre de la recherche fondamentale. Mais en quoi ça peut nous aider, nous, ça, c'est fondamental. Alors, on a déjà, avant que qu'on vous redonne la parole à l'une et à l'autre, on a déjà 2 questions. On a Palafre 73 qui dit « Lors d'une rencontre au café Autiste Adulte Lyon, la question a été posée sur le diagnostic par prise de sang. Étant donné la difficulté à trouver des psychiatres, est-ce que vous pensez que cela soit viable ?» Voilà, question adressée à Amélie et à Daniel. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic d'autisme sur une prise de sang? Pour l'instant, alors à ma connaissance, je dirais non. Et c'est justement tous les enjeux, je trouve, parce que effectivement, là, c'est l'idée de trouver des biomarqueurs, en fait, de l'autisme. C'est un vrai challenge, puisque voilà, il n'y a pas aucune forme d'autisme. On pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas qu'un seul biomarqueur, c'est-à-dire qu'un marqueur qui pourrait être indicatif pour une personne ne le serait pas forcément pour une autre. Donc là, toute la difficulté est de trouver quelque chose qui pourrait avoir un point commun. Et on a eu notamment des travaux, on tentait de faire le lien justement entre le taux endogène d'ocytocine qu'on peut mesurer par une prise de sang avec l'ocytocine circulante. Effectivement, il y a eu des études qui ont montré que chez les personnes autistes, il y avait une tendance à avoir moins d'ocytocine circulante. Pour autant, il y a des études aussi contradictoires. Donc, du coup, c'est un enjeu et ça, c'est vraiment, oui, c'est tout à fait un enjeu de recherche. Je ne sais pas si on arrivera un jour à poser un diagnostic d'autisme par prise de sang. J'ai des très, très gros doutes là-dessus. Je pense que ça ne sera jamais possible parce que d'une part, il y a des formes très différentes d'autisme. Il y a des causes qui sont très différentes, probablement des conséquences aussi. Donc, trouver un marqueur unique de l'autisme, je pense que ça ne sera jamais possible en fait. Et que le diagnostic reposera toujours sur un faisceau d'arguments évaluatifs. Mais en tout cas, un argument unique biologique, ça simplifierait peut-être le diagnostic pour un certain nombre de nos collègues, mais je ne crains que ce ne soit pas possible. Après,
on a Béatrice Ducas qui écrit « En tant que personne autiste, l'orientation que prend la recherche m'inquiète un peu. En effet, parmi les causes principales de l'autisme sont citées l'environnement, eau, air, aliments, pollution, toxiques, catégories socio-professionnelles, environnement, la génétique. Cause environnementale et génétique étant indissociables pour moi. Pour autant, la recherche entend traiter les conséquences, les personnes autistes, plutôt que les causes, l'environnement. Cela me paraît illogique, d'autant que traiter la cause des TND aurait un impact positif pour l'ensemble de la population. » Et Daniel a répondu, les recherches sur les causes environnementales avancent lentement car en lien avec la génétique, oui. Et puis d'une part, la recherche sur les causes va aussi améliorer probablement les choses dans une visée prospective, c'est-à-dire qu'on peut imaginer améliorer le quotidien d'enfants ou prévenir certaines difficultés pour des enfants, mais on a aussi tous les adultes, aujourd'hui les adolescents, les adultes, qui ont cet autisme et il faut bien pouvoir améliorer leur qualité de vie. Donc oui, un travail sur les causes pour prévenir, mais aussi un travail sur les situations des adultes parce qu'il faut accompagner les personnes qui, justement, ont été soumis à tous ces facteurs de risque. D'autres remarques, Daniel, peut-être ? Oui, pour répondre à la question qui a été posée, les familles suivent attentivement toutes les recherches qui sont menées à la fois en génétique et sur les causes environnementales possibles, mais elles mesurent bien que c'est une démarche encore très complexe à mener, parce qu'on cherche dans toutes les directions sans trop savoir sur laquelle il faudrait se focaliser en premier, par exemple, parce qu'il y a peut-être des priorités aussi dans la recherche, mais elles sont difficiles à utiliser. Quand on voit comme un chercheur en génétique, comme Thomas Bourgeron, par exemple, bute sur ce problème-là, tout ce qu'on a trouvé en génétique, c'est des centaines de gènes impliqués dans l'autisme, mais dont on ne comprend pas comment ils agissent les uns sur les autres, par exemple, et comment ils interagissent avec des causes environnementales. Voilà, enfin, faut pas trop rêver dans l'immédiat, je pense. Il faut continuer et avoir beaucoup plus de moyens qu'on en a en ce sens, parce que c'est fondamental de mieux comprendre. Mais dans l'immédiat, la réponse, elle ne va pas venir dans l'année qui vient. Je n'y crois absolument pas, parce que c'est tellement complexe. Et les interactions entre la génétique et d'éventuelles causes environnementales, on commence à deviner quelles sont ces causes environnementales. Mais on ne sait pas ce que le cerveau fait des interactions entre ces différents éléments. C'est encore embryonnaire comme réflexion. Et beaucoup trop de familles se jettent sur les études qui passent en disant, ben voilà, on a trouvé une des causes de l'autisme, par le valproate de sodium dont on est sûr que c'est éventuellement une cause directe. Je veux dire, pour le reste, on a peu avancé. Donc c'est peu satisfaisant pour finir de lire la recherche fondamentale au jour le jour, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et surtout aussi, il y a quelque chose aussi que je me permettrai d'ajouter, ça a été un petit peu évoqué, c'est le temps, le temps de la recherche, le temps d'aborder cette complexité, de la modéliser, parce qu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, Daniel, on prend les choses par un petit bout de la lorgnette, d'accord ? On a vraiment une petite approche microscopique d'entonnoir, et c'est ce que demande la recherche, c'est l'approche demande ça pour pouvoir aller décortiquer et comprendre ces choses-là. Effectivement, après, il va falloir pouvoir modéliser cette complexité, et ça, c'est quelque chose qui prend un temps énorme. Dans la façon, et qui est aussi limité dans le temps par les progrès qu'on a fait en général, c'est aussi lié au développement de nouveaux outils, l'imagerie, etc. Ça, on ne l'avait pas il y a 50 ans. On a un degré maintenant de précision qui va aussi apporter de nouvelles hypothèses, en fait, et de nouveaux fonctionnements. Et du coup, là, je vais continuer pour parler à nouveau de ce temps de la recherche, parce qu'il faut bien que, je pense que les gens se rendent compte que faire de la recherche, que ça soit clinique ou de la recherche fondamentale, ça prend des années. Et donc, du coup, là, sur cette diapositive, je voulais vous présenter les différentes phases
les grandes phases du tempo de la recherche. Donc déjà, au départ, il faut déterminer le sujet de sa recherche. En fait, le sujet de la recherche, il s'intègre dans une quantité énorme de données qui sont accessibles aujourd'hui. Donc, on a un temps de recherche bibliographique, et c'est une vraie recherche bibliographique. Ça peut prendre des semaines, des mois, de se poser, de lecture, de faire le point sur ce qui a été fait. Donc, après avoir fait cet état de l'art, eh bien, et c'est en parallèle, un petit peu avant, il faut financer cette recherche. La recherche, ça coûte cher. Et puis, il faut répondre pour financer cette recherche. Il faut prendre le temps, et c'est un temps aussi qui est très long, de répondre à des demandes, des appels à projets pour financer la recherche. Une fois qu'on a l'argent et la possibilité de réaliser sa recherche, eh bien, on doit avoir une autorisation pour faire la recherche. La recherche, actuellement, elle est validée par des comités éthiques qui vérifient chaque point des protocoles expérimentaux. Puis après, il faut produire les données scientifiques. Donc, il y a le temps de la collecte et le temps de l'expérimentation. Et ça, en fonction des sujets de recherche, ça peut prendre des mois aussi. Puis après, il faut analyser les données. Donc, il faut les analyser, il faut les traiter, il faut traiter des traitements statistiques pour savoir effectivement si, du coup, les effets qu'on a obtenus sont au-delà de la chance. Et puis, il faut interpréter les résultats. Donc, il y a énormément d'allers-retours au sein d'une équipe pour discuter, pour valider, pour les résultats. Et puis après, il y a le temps de la diffusion et qui, là, est un temps extrêmement long et qui est malheureusement trop long actuellement, qui peut prendre 1 an, voire 2 ans. C'est l'écriture des articles scientifiques en lien avec nos résultats. C'est la publication de nos résultats scientifiques. Parce qu'il y a aujourd'hui un système qui est très long de l'écriture, d'une première soumission, de la révision de ce papier par des collègues et qui vont mettre en doute, etc., qui vont discuter nos résultats, et ça c'est tout à fait normal. Puis un temps à nouveau de nouvelles soumissions, etc. Je voulais faire un petit temps aussi d'interaction sur les modèles, l'expérimentation animale. D'accord, puisque la recherche fondamentale aujourd'hui se réalise principalement avec des sujets animaux qui sont des rongeurs. Et donc, du coup, lors de notre échange, la première fois avec Daniel, on avait évoqué en fait cette question de la recherche fondamentale et animale. Je laisse peut-être la parole à Daniel et puis après, on verra comment ça... La question que j'avais posée, c'était pourquoi on utilisait si souvent des souris dans la recherche fondamentale, en particulier là, puisqu'il s'agit du fonctionnement du cerveau. Donc, quel était l'intérêt d'utiliser ces modèles de souris? Qu'est-ce qu'on peut modéliser à partir de l'utilisation de ces modèles de souris? Une souris, ce n'est pas un être humain, donc quand on travaille sur un modèle de souris, à quoi pense-t-on après? Puisque l'objectif, c'est bien de répondre à des questions qui se posent sur le fonctionnement cérébral humain, par exemple. Donc, comment est-ce qu'un chercheur fait le lien? Est-ce qu'il bute sur des difficultés ou sur des biais ou au fil de ses recherches? Voilà, c'était ça la question que j'avais posée. Oui, merci Daniel. Dans le domaine des neurosciences, faut savoir qu'à très forte majorité, l'expérimentation va concerner les rats et les souris, avec les souris en particulier, parce qu'en fait, on a une très forte proportion, 80-90% des gènes vont être identiques, c'est-à-dire dans leur structure et dans leur fonction entre l'homme et la souris. Ça va être le cas aussi d'autres espèces, la drosophile par exemple, ou le poisson zèbre aussi, on va avoir quand même une bonne proportion aussi de gènes identiques. Donc du coup, en tant que chercheur, on doit toujours s'interroger sur le meilleur modèle à utiliser finalement et avec qui on doit travailler et qui répondrait le mieux aux questions posées de départ. Les souris et les rats sont majoritairement utilisés. On va aller pouvoir s'intéresser à un gène. Donc là, dans le cadre de l'autisme, par exemple, il y a énormément d'études sur de gènes qu'on a trouvés potentiellement impliqués dans la sévérité, comme SHANK3, par exemple. Et donc, du coup, ce qu'on va pouvoir faire avec ce modèle souris, c'est d'aller altérer la fonction de ce gène
de façon globale, qu'on appelle les knockouts. Voilà, on le fait très facilement d'un point de vue technique chez la souris. Du coup, donc, on va aller pouvoir étudier vraiment la fonction de ce gène-là de façon globale. Puis après, on a des outils actuellement qui sont utilisés chez la souris, de façon très facile chez des animaux qu'on appelle transgéniques, où on va pouvoir utiliser la fonction d'un gène dans une région bien particulière. Et cette recherche-là, donc là, ça a permis typiquement dans Schwank 3 d'aller regarder que ça jouait sur la synapse, sur l'excitabilité de la synapse. Et ça veut dire que c'est la communication entre les réseaux de neurones qui s'établit pas bien. Typiquement, cette recherche-là, on ne peut malheureusement, et heureusement, on peut pas expérimenter ça chez l'homme. On est d'accord. Il n'y a pas actuellement, malheureusement, d'alternative suffisamment complexe, parce que mine de rien, la souris, effectivement, ce n'est pas un homme, mais elle a quand même une complexité dans ses comportements en lien avec sa propre espèce. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à Amélie ou qui souhaitent effectivement partager leur expérience? Donc, on a un petit peu, avec Daniel et puis Béatrice, on a un petit peu chatté en parallèle de la conférence d'Amélie. Déjà, on ne peut pas considérer qu'il y a les personnes autistes. En fait, il y a des points de vue, il y a des présentations cliniques, il y a des comportements, il y a des modes de communication, il y a des sévérités de symptômes qui sont vraiment très, très différents d'une personne à l'autre. Quand on évoque le fait de demander leur avis aux personnes concernées, eh bien, cet avis-là, il n'est pas du tout unitaire et il peut être parfois très différent d'une personne à l'autre. Donc ça, par exemple, c'est peut-être une question qu'en tant que médecin, je pourrais poser à Daniel ou à d'autres personnes concernées si elles sont parmi nous. C'est de dire, nous, la difficulté pour nous, médecins, c'est que finalement, quand on interroge les personnes autistes, eh bien, on a des points de vue qui sont parfois diamétralement opposés. Et comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble vers un travail comment on doit faire en fait? Comment on doit faire pour ce partenariat? Parce que voilà, on a des histoires différentes, des vécus différents, des problématiques différentes, et on peut pas dire que les personnes autistes s'expriment d'une seule voix. Donc, comment est-ce qu'on fait, nous, médecins, chercheurs, en recherche participative, avec cette complexité? Comment on peut s'y prendre? C'est une question difficile pour commencer. La première réponse, c'est l'information. Je veux dire, voilà, c'est récent quand même que nous soyons maintenant régulièrement tenus au courant, en particulier par des webinaires de plusieurs centres d'excellence, des recherches qui sont à l'œuvre. Parce que même ça, nous ne le savions pas. Donc, c'est la première réponse, c'est celle-là, c'est continuer en ce sens pour que les recherches fondamentales en cours elles puissent être connues des personnes concernées. La deuxième réponse, c'est de leur chercher un espace commun. Parce que, comme le dit Caroline, les attentes des personnes concernées et de leur famille ne sont pas forcément les mêmes, les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Donc, où est-ce qu'on crée un espace de débat? C'est quoi? C'est un comité d'éthique? Enfin, bon, je n'ai pas de réponse à cette question qui m'a déjà été posée plusieurs fois. Mais ce qui manque cruellement, c'est ça, c'est un espace commun où les chercheurs qui, encore une fois, travaillent par rapport à leur propre curiosité et donc n'ont pas à répondre directement aux attentes des personnes concernées, font connaître leurs recherches et éventuellement les infléchissent dans le sens que les personnes concernées ou leurs familles pourraient suggérer, parce qu'il y a des urgences aussi dans la recherche et ne sont pas prises en compte pour le moment. C'est ça, l'interrogation majeure des familles. C'est quoi notre place dans la recherche? La recherche participative suppose déjà qu'on forme les personnes concernées à la recherche, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Elles ont beaucoup de mal à comprendre ce qui est dit, ce qui est fait, comment ça s'interprète, et surtout les limites et les biais de ces recherches pour le moment. Alors, on a Béatrice aussi qui nous suggère un sondage, au même titre qu'on adresse des sondages pour l'ensemble de la population, et d'utiliser le paradigme de l'hyper ou l'hyposensorialité pour aider les personnes
autistes qui ne sont pas en mesure de communiquer à ce niveau. Alors ça, c'est des très bonnes idées. La question des sondages, effectivement, on a commencé un petit peu à le faire avec iMind. C'est vraiment une excellente idée, avec le bémol que ça laisse un petit peu de côté les personnes les plus isolées, les plus fragiles, qui vont pas forcément avoir accès à ce type d'outils, de sondages. Mais c'est effectivement, pour dégager certaines thématiques de recherche, c'est vraiment une excellente idée. Et l'hyper ou l'hyposensorialité, donc ça, on l'utilise déjà un petit peu avec les personnes qui sont pères aidantes et qui nous aident dans les services cliniques à comprendre des situations complexes par leur savoir expérientiel. Mais tout ça, c'est effectivement des très bonnes idées et qui vont, je l'espère, se développer, se généraliser. On en est au tout début de tout ça, mais c'est vraiment des très bonnes idées. Alors Béatrice dit aussi, je pense qu'il serait bien de respecter les personnes autistes telles qu'elles sont, sauf quand il s'agit de l'hypersensorialité, si toutefois une personne autiste le vit vraiment mal. Alors oui, je pense que la médecine, elle s'adresse à des personnes qui ont des difficultés majeures dans leur vie quotidienne. Il y a une personne autiste qui vit bien ses particularités et qui n'a pas de difficultés particulières. Il n'y a pas de raison qu'elle ait affaire à la médecine, en fait. Si la personne vit bien, il n'y a pas du tout d'indication à ce qu'elle soit prise, accompagnée par la médecine. Donc ça, on est bien d'accord avec ça. Nous recevons des personnes qui, justement, ne vivent pas bien avec leur autisme. Toute personne qui vit bien avec n'a pas de raison de croiser la médecine, en fait. Alors, beaucoup de personnes sont en questionnement sur leur diagnostic et ont du mal à trouver un psychiatre qui ne se focalise pas sur une approche académique, qui n'est pas... Voilà. Donc, oui, effectivement, on a un problème de formation assez généralisé en France, surtout dans le champ de l'adulte. Et on espère que les choses vont s'améliorer dans les années à venir pour que, effectivement, quel que soit le lieu d'habitation, eh bien, la personne autiste, la famille d'un enfant ou la famille d'un adulte ou un adulte ait la possibilité d'être diagnostiqué, soigné si besoin, à proximité de chez lui. Moi, je voulais revenir sur la communication sociale. On reproche souvent aux personnes autistes de n'avoir aucune empathie. Et donc, de la part d'adultes autistes, ça pourrait être perçu comme un reproche. Et le travail sur l'ocytocine comme une réparation de ce qui fonctionne parfois de manière atypique chez des personnes autistes. Voilà, moi, je me suis toujours opposée à ce genre de clichés sur l'autisme que je trouve largement faux. Les formes d'empathie peuvent être extrêmement différentes les unes des autres, et pas que l'empathie émotionnelle, pas forcément la plus intéressante en plus. Il y a souvent des formes d'empathie cognitive qui servent aux personnes autistes à contourner les difficultés socio-émotionnelles qu'elles peuvent rencontrer dans leur appréhension des personnes, des interlocuteurs en face. Voilà, c'est souvent très efficace, et pour l'avoir testé moi-même. Voilà, donc il ne faut pas enfermer la recherche en question sur des clichés, parce que l'ocytocine, ça circulait déjà depuis un bon moment et c'était surtout des clichés. Voilà, on reproche à mon enfant de manquer de facilité dans la communication sociale, donc s'il y a un pchit pour réparer les dégâts, bah, c'est parfait, il aura une communication sociale améliorée. Ouais, c'est une manière très primaire et largement, je ne sais pas comment dire, à côté de la plaque de poser la question. C'est comme ça aussi qu'on n'arrive pas à intégrer des personnes autistes à la recherche si on se focalise sur les reproches qu'on peut leur faire et pas sur leur manière de fonctionner qui peut être atypique, mais non seulement défendable, mais être très efficace. Ça, c'est vraiment un des enjeux aussi de la recherche participative, c'est de mettre en lumière ce qui fonctionne bien, quels sont les points forts des personnes,
et pas se focaliser sur une vision assez stigmatisée de l'autisme dans la recherche, c'est-à-dire toujours en termes de déficit ou de manque ou d'insuffisance ou de voilà, ce qui est faux en plus, parce que c'est souvent des modalités une manière différente de l'exprimer, mais c'est pas un déficit au sens initial du terme. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette vision-là. C'est effectivement, comme le dit Béatrice, qui est très active dans le chat, c'est un fonctionnement différent, mais qui est qualitativement différent, mais pas quantitativement différent. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. D'autres remarques, sachant que ça va être bientôt la fin de notre webinaire. On va peut-être laisser un tout petit mot, une seconde de clôture à Amélie, et puis le mot de la fin pour Daniel. Je vous remercie pour cet échange parce que du coup, voilà, ça a été très, très fructueux et très intéressant. Et je pense que c'est le début en fait, voilà, il faut créer, en fait, pour moi, je dirais qu'il faut qu'on arrive à créer des espaces d'échange. Voilà, il faut se créer, comme disait Daniel, une attente commune, définir des besoins communs, parce que je suis sûre que c'est compatible, il n'y a pas de souci. Mais il faut se donner les moyens de créer des espaces d'échange, qu'on puisse parler un langage commun. Et effectivement, moi, je dirais juste aussi qu'effectivement, j'ai besoin des personnes concernées pour aller contextualiser ma recherche microscopique. J'ai besoin de la mettre dans un contexte plus général, plus global. Et ça, c'est en instaurant des espaces de rencontre qui, pour moi, c'est un premier pas. Voilà. Daniel, le mot de la fin? Le problème fondamental pour moi, c'est comment fait-on pour respecter le fonctionnement des personnes autistes, s'intéresser à leur manière différente de voir le monde, de l'analyser et de communiquer avec les autres, parce que les personnes autistes communiquent, même si c'est de manière atypique. Voilà, moi, le problème fondamental, c'est celui-là. Comment fait-on pour ne pas heurter les personnes autistes dans leur propre fonctionnement en engageant des recherches qui potentiellement peuvent être perçues comme étant non pas une mise en cause de leur fonctionnement, mais une proposition, une suggestion de modifier un peu leur comportement par rapport à une norme implicite, voilà, qui est effectivement différente et qui peut être intéressante socialement aussi, mais qui n'est pas celle des personnes autistes et qui fondamentalement ne sera jamais la leur. Donc, c'est ça pour moi. C'est très compliqué à mener de front. La curiosité des chercheurs et le lien que ça peut avoir avec le fonctionnement différent des personnes autistes et le respect qu'on doit à ce fonctionnement, mais aussi à l'aide qu'on peut leur apporter pour leur faciliter la vie. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange très intéressant et puis pour aussi la participation des personnes qui étaient connectées par chat. Ça nous a permis de balayer un sujet d'actualité pour la recherche qui, j'espère, va être amené à se développer dans les années à venir. Donc, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre participation. Vous dire à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur le site internet d'iMind. Et vous pouvez retrouver tout cet échange d'ici peu en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà. Bonne journée, bon week-end. Merci. À bientôt. Bonne journée.